Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro spécial d'Ailleurs dans le monde consacré à la Fédération de Russie. Après des années de tensions, le président russe Vladimir Poutine a relancé le conflit entre son pays et l'Ukraine en déclenchant une opération de grande envergure le 24 février 2022. Très rapidement, de nombreux pays ont condamné l'invasion russe et les dirigeants des 27 pays de l'Union européenne ont parallèlement pris des sanctions massives contre la Russie. Cependant, toutes ces dispositions n'ont pas mis fin à la guerre en Ukraine. L'offensive russe se poursuit depuis un an et intervient 8 ans après que Moscou a annexé la Crimée. Perçue comme l'agresseur en Europe, la Russie parvient à se présenter en Afrique comme défenseur des victimes de l'impérialisme. La moitié des pays africains a refusé, voici un an, aux Nations Unies de voter une résolution appelant Moscou à cesser son invasion. Accusé de manipuler les populations africaines au détriment des puissances occidentales, que répond Moscou à ces accusations ? Quelles sont les ambitions du Kremlin en Afrique? Ce sont autant de questions que nous allons poser à l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Fédération de Russie en Côte d'Ivoire, M. Alexei Zaltikov. Bonjour. Bonjour Fatine. Merci de nous accueillir. Le 24 février 2022, le président Vladimir Poutine a enclenché une opération militaire de grande envergure en Ukraine. Qu'est-ce qui a motivé l'invasion de l'Ukraine par la Russie? Bonjour madame. Je tiens à vous remercier tout d'abord de me donner cette possibilité d'intervenir sur votre plateau et exprimer la position de la Fédération de Russie plusieurs questions dont vous avez manifesté l'intérêt. Bon, en ce qui concerne l'opération spéciale militaire, elle a été commencée, comme vous avez dit tout à l'heure, il y a un an. Et ce n'est pas une action imprévu d'après les circonstances que le président Vladimir Poutine avait découvert avant de lancer cette opération. Parce que pendant 8 ans, à commencer de 2014, les pays occidentaux ont utilisé l'Ukraine comme le territoire de lancer une offensive contre la Fédération de Russie. Ils utilisaient toutes ces années, après le coup d'État d'ailleurs de 2014, qui a vu arriver des forces néo-nazies en Ukraine. Les forces qui ont commencé à faire des actions contre la population russophone qui habitait historiquement dans la région de Donbass. Les populations qui ont été maltraitées, contre qui ont été entrepris toutes sortes de provocations, d'humiliations. Les actions qui ont abouti à interdire la langue russe dans l'utilisation en Ukraine et aussi Kiev forçait les gens qui parlaient le russe, d'après la naissance, forçait ces gens à ne pas parler le russe. Donc, puis exclure la culture russe, exclure les contacts avec la Russie, qui est d'ailleurs l'État voisin de l'Ukraine. Donc, pendant toutes ces longues 8 ans, il y a eu des préparatifs de grande envergure pour pomper l'Ukraine avec les armes, avec l'entraînement des militaires ukrainiens, pour créer le place d'armes
des actions militaires, des actions offensives contre la Fédération de Russie. Si on revient un tout petit peu en arrière, au mois de novembre de 2021, nous avons présenté aux pays occidentaux un plan de règlement, pas de règlement, mais un plan des actions concrètes, si je peux dire, qui tenait compte des préoccupations russes, des préoccupations des pays européens, des pays occidentaux. Donc c'est les garanties de la sécurité des États. Ce document a été rejeté par nos anciens partenaires et la situation est arrivée à un état très très grave. Donc elle est arrivée, donc l'Occident a franchi la ligne rouge. C'est pourquoi M. Poutine a décidé de lancer cette opération pour défendre la population russophone de Donbass. Selon le président Poutine, l'Occident mènerait sur tous les fronts une lutte historique pour détruire la Russie éternelle, désagréger son territoire et éradiquer ses valeurs. Et le 21 février 2022, il a annoncé reconnaître l'indépendance de la République populaire de Donetsk et de la République populaire de Lugansk, deux régions séparatistes pro-russes du Donbass. Est-ce qu'on est face à une guerre de civilisation, une guerre de conquête ou de reconquête des territoires perdus, une revanche historique? Qu'en est-il exactement? Tout d'abord, il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de guerre de la part de la Russie. Bon, vous êtes en conflit là, avec l'armée. Oui, mais le conflit, d'accord. Mais excusez-moi. Le début de l'opération militaire a été commencé à la demande de dirigeants de Donetsk et de Lugansk, en conformité avec la Charte des Nations Unies, l'article 51. C'était à leur demande que nous avons commencé cette opération qui vise à protéger les populations russophones qui ont beaucoup souffert pendant les dernières années de l'existence de l'Ukraine. Donc vous nous dites que finalement vous êtes parti pour protéger la population pro-russe? Oui, tout à fait. C'était fait à la demande de ces... Mais vous intervenez aussi hors de ce territoire du Donbass? Non, je ne pense pas. Mais quand vous allez à Kiev... On a fait des frappes sur des infrastructures militaires. Ça, c'était nécessaire pour mener à bien l'opération militaire spéciale. Les organisations internationales et régionales occidentales ont prononcé une série de sanctions à l'encontre de votre pays et certains de vos ressortissants, qu'on appelle oligarques. Comment se porte actuellement l'économie russe? L'économie russe se porte bien. Malgré les sanctions, tout va bien? Malgré ces sanctions, vous savez, les sanctions ont été entreprises depuis 2014. Donc, on était prêt à recevoir ces sanctions parce que, d'ailleurs, ces sanctions sont entreprises en violation de la Charte des Nations Unies. On parle des sanctions européennes? Oui, c'est ça. Les sanctions unilatérales ne sont pas légales, elles sont illégales, y compris toutes ces mainmises, toute la mainmise sur les actifs de la Fédération de Russie, étatique de l'État russe, que les actifs, l'argent qui était placé dans les banques occidentaux des privés. Donc ça, c'est une flagration du droit international. Mais l'économie russe se porte bien. On a appris à développer les branches des économies qui n'étaient pas développées peut-être autant pendant ce temps-là, parce que ça c'était normal. Vous savez, nous avons cherché à joindre, de devenir membre de l'Organisation internationale
du commerce. Donc les négociations étaient longues, mais finalement on a abouti à devenir membre de cette organisation. Et c'est normal, il y a une répartition. Quelques entreprises sont dans notre pays, les autres sont dans les pays européens. Donc c'était l'économie mondialisée, si vous voulez. Donc peut-être on ne se souciait pas des branches parce que la coopération était très étroite, bénéfique pour les deux parties. Donc, mais maintenant, avec les sanctions, on était obligé de faire plus d'attention et de développer les industries et on a réussi. On a l'impression que vous allez vers une économie un peu plus militaire. Mais vous savez, à mon avis, le développement de l'économie militaire est dicté par le but de défendre les intérêts nationaux. Donc je ne pense pas que le développement de la branche militaire est hyper gonflé. Non, je ne pense pas. Il y a un an, les objectifs affichés par les Russes étaient la dénazification de l'Ukraine, le ralentissement de l'expansion de l'OTAN et de l'Union européenne vers l'Est, mais force est de constater, Excellence, que ce conflit a renforcé à la fois le pouvoir de Kiev, celui de Volodymyr Zelensky, de l'Union européenne et même de l'OTAN, puisqu'il y a des nouvelles adhésions. N'est-ce pas un échec pour le Kremlin au vu des objectifs de départ? Mais on a le sentiment que vous avez finalement provoqué ce que vous vouliez éviter au départ. On n'a provoqué personne. On n'a provoqué personne parce que c'était le pas forcé, c'était le pas qui était dicté par l'évolution de la situation internationale. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Rester et regarder comment les forces de l'OTAN approchent les frontières de la Fédération de Russie et augmentent la menace de la sécurité nationale. Donc, je ne sais pas pourquoi vous faites cette constatation que quelqu'un a été affaibli, quelqu'un a été consolider les acquis. Bon, je ne pense pas. Ce que nous faisons, c'est de construire le monde qui n'est pas basé sur les règles qui sont inventées dans certains capitales, qui se changent, qui sont variables dépendant de la situation telle ou telle. Donc, le monde doit être basé sur les principes fondamentaux qui sont fixés dans la Charte des Nations Unies. C'est à ça que nous aspirons. Le 21 février, lors d'une importante allocution, le chef de l'État a annoncé les lignes directrices de sa stratégie et notamment sa mesure phare, la suspension de la participation de la Russie au traité New START de réduction des armes stratégiques nucléaires signé par les États-Unis à Prague en 2010. La Russie se réserve donc par cette décision la possibilité de pratiquer de nouveaux essais nucléaires si jamais les États-Unis eux-mêmes y procédaient. Pour certains, c'est du chantage nucléaire. Pourquoi ce choix? Il faut se rappeler aussi de l'accord qui a été signé par les membres permanents du Conseil de sécurité qui interdit le recours à des armes nucléaires. Cet accord a été signé au cours de l'année 2022. Donc je pense que ça, c'est la pierre qui est un fondement essentiel dans la vision de mon pays, par exemple, envers l'utilisation des armes nucléaires. En ce qui concerne ce traité, je pense que en tant que tout traité, le temps passe, il y a l'évolution de la situation. À mon avis, ce traité ne correspond plus à la réalité. Il ne prend pas en compte les arsenaux militaires de certains pays européens.
Et à mon avis, ça a été fait en conséquence de l'accord qui a été signé entre l'OTAN et l'Union européenne au mois de janvier. Donc, c'est une réponse en fait? Non, ce n'est pas une réponse. Je pense que, à mon avis, on peut avoir un corollaire, on peut voir un corollaire parce que. Mais il n'y a aucune pensée dans les têtes de mon gouvernement, de mon président, de faire recours à des armes nucléaires. Qu'il n'y a aucun risque d'escalade nucléaire que tout le monde craint finalement dans cette guerre? Non, je pense pas. Je pense pas. Il faut toujours tenir dans la tête que il y a un seul pays qui a fait recours à des armes nucléaires. Il y a un seul pays, voilà. Donc, c'est pas la Russie. Quoique, en 1945, on aurait pu aussi faire recours, mais on n'a pas fait. Ce n'est pas une stratégie russe de faire recours à ces armes. Ce sera un pas fatal pour tout le monde. Non, la civilisation va mourir. Non. Comment faire pour mettre fin à ce conflit avec l'Ukraine? Comment faire pour que le président Vladimir Poutine s'asseye sur la table des négociations? Quelles seraient ces conditions? Et qui devrait mener ces négociations, puisque la diplomatie française n'a pas marché, les autres non plus. La Chine vient de proposer un plan de paix. Comment faire pour y mettre fin à ce conflit? Votre question est pertinente. Ce n'est pas Vladimir Poutine qu'on doit faire venir à table des négociations, mais plutôt M. Zelensky, qui a tout fait pour ne pas mener les négociations de paix avec la Russie. Au début, au mois de février, les négociations avaient commencé. Il y a eu le progrès énorme. On était à un pas de conclure un accord qui était correct du point de vue des intérêts ukrainiens et les intérêts russes. Mais M. Zelensky a reçu un coup de fil de ses amis, de ses protecteurs. Qui sont-ils? Qui sont les protecteurs de Zelensky? Je ne sais pas, je n'ai pas participé à cette conversation. Il y a eu certainement une impulsion qui lui a été envoyée et brusquement, il a décidé de ne plus continuer ces négociations. Et en plus, au mois de septembre, il a signé un décret qui interdisait et interdit toujours les négociations avec la Russie. Donc les conditions que M. Zelensky pose avec son fameux plan de 10 points, ça, ce sont les conditions inacceptables et irraisonnables parce que il faut quand même aller au début, il faut comprendre les racines. Qui est l'Ukraine dans le jeu géopolitique? Qu'est-ce que ce pays fait maintenant sur l'arène internationale? Il y a une seule question, il y a une seule réponse à cette question. Ce pays est utilisé par l'Occident collectif comme le terrain de mener la guerre contre la Fédération de Russie. C'est le plan, c'est le champ d'essai des nouvelles technologies militaires, de nouveaux armements militaires. Ça fait tourner l'industrie militaire aux États-Unis. Les États-Unis ont commandé à l'Europe de fournir tous les armements qu'il avait à l'Ukraine et puis acheter
les nouveaux armements aux États-Unis. Donc, ça fait tourner l'industrie militaire américaine au détriment, d'ailleurs, des intérêts même des Européens. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça ce qui se passe. C'est pas, il n'y a pas aucune pensée dans les têtes de dirigeants d'Occident collectif à des Ukrainiens qui meurent chaque jour, qui sont utilisés comme une chair de canon. Le président russe, Vladimir Poutine, a réitéré le 1er novembre, lors d'un entretien téléphonique avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan, la prédisposition de Moscou à fournir gratuitement d'importants volumes de céréales et d'engrais à l'Afrique. Selon le communiqué du Kremlin, qu'en est-il exactement et avez-vous pu honorer vos engagements vis-à-vis de l'Afrique? Merci pour cette question. On est dans l'espace, dans l'impasse. Je vous explique pourquoi. Au mois de juillet, le 22 juillet, il y a eu un accord qui contenait deux parties. Une partie qui concerne les marchandises ukrainiennes, l'autre qui concerne les marchandises de mon pays. Tout ce qui est côté ukrainien est respecté. Mais respecté comment? Vous serez peut-être étonné. Ce qui est fourni par l'Ukraine n'est pas utilisé pour répondre à des besoins des pays en développement. Le blé fourragé, les engrais sont vendus à des pays européens et aux pays en développement, mais qui sont développés. Donc c'est à peu près 47-50% des quantités dont l'Ukraine dispose. Et à des prix qui ne sont pas des prix de marché, mais qui sont un peu plus bas, au niveau un peu plus bas. Donc, en ce qui concerne la partie de cet accord qui concerne les engrais russes, il y a toujours des obstacles qui ont été créés et qui sont toujours maintenus par les pays occidentaux. Donc, il y a, vous savez, tous les obstacles logistiques. Il y a les obstacles dans les transactions bancaires, même pour les transactions qu'on peut juger comme transactions humanitaires, parce que mon président a dit que tous les engrais qui sont stockés dans les Pays-Bas, la Belgique, la Lituanie et Lettonie, 262 000 tonnes, puisque avec le temps, l'engrais perd de sa qualité. Donc, il a dit que ça va être livré, ça pourrait être livré comme l'aide humanitaire à des pays qui en ont besoin. Et ce n'est que seulement une dizaine, 10% de cette quantité a été livrée, seulement 10% a été livré et pas encore arrivé à son destinataire. C'est Malawi, là où cette quantité est partie. Et le ministre des Affaires étrangères, Lavrov, qui a visité les pays du sud de l'Afrique, pendant la rencontre avec le ministre des Affaires étrangères d'Eswatini, a juste fait le point sur l'état des choses dans l'application de cet accord. Et on fait appel aux Nations Unies, et je sais que les gens travaillent, ils essaient de convaincre les pays occidentaux, mais il n'y a pas de résultat positif.
Donc vous voulez dire que vous tentez d'honorer votre parole, mais que les autres pays vous empêchent de livrer les autres ces pays, céréales tout à fait, aux pays africains. Les céréales, les engrais, on en a beaucoup, mais il y a toujours des sanctions qui ont été instaurées contre les bateaux russes, contre l'assurance de ces bateaux, contre les transactions bancaires par le banque qui est habilité à faire les transactions dans l'agriculture pour les marchés agricoles, etc., etc. Mais néanmoins, je sais qu'avec les dits pays amicaux, on a augmenté la quantité de livraison des engrais, des céréales, et nous avons atteint, si je ne me trompe pas, l'export de ces produits a atteint 57 milliards de dollars. Donc. La deuxième tournée en 6 mois du ministre des Affaires étrangères russe en Afrique s'est achevée le 9 février au Soudan. Moscou prépare le deuxième sommet Russie-Afrique prévu fin juillet à Saint-Pétersbourg. Déjà, pouvez-vous nous le confirmer? On a le sentiment que Moscou renforce ses liens avec le continent. Est-ce que vous craignez que depuis le début de ce conflit, il y ait moins de chefs d'État présents que lors de la précédente édition? C'est une crainte? Nous travaillons activement aux préparatifs de ce sommet, deuxième sommet qui se tiendra à Saint-Pétersbourg. Les visites de mon ministre des Affaires étrangères étaient aussi, on peut les considérer comme une étape de préparation. Et surtout, à ce que nous tenons, c'est que nous préparons ce sommet ensemble avec les pays africains et nous tenons à écouter nos partenaires africains en ce qui concerne l'agenda de ce forum, les questions qui pourront être intéressantes pour le continent. Et puis, on invite aussi à des discussions de panel pendant le sommet. On veut organiser les événements d'ordre économique, culturel. Sécuritaire? Sécuritaire, non, sécuritaire, ce sera un peu avant, je crois, au mois de mai, si je ne me trompe pas. Votre question qui concerne le nombre des États africains qui vont participer, c'est un peu tôt. Il y a encore le temps, mais il y a déjà beaucoup de dirigeants africains qui ont confirmé leur participation à ce sommet. Les engagements de la Russie en Afrique sont une combinaison, selon les spécialistes, d'outils conventionnels, le commerce, la diplomatie, la coopération en matière de sécurité, les échanges économiques, culturels et éducatifs, et non conventionnels. On parle de captation d'État, des mercenaires de Wagner, d'armes contre des ressources, de la désinformation et de l'ingénierie électorale. Que répondez-vous à ces accusations qui sont récurrentes envers votre pays? Finalement, on vous reproche un double jeu. Officiellement, il y a une diplomatie classique et officieusement, il se passerait des choses pas très catholiques. Mais je rigole toujours quand je lis dans certains journaux ou écoute la radio les accusations que la Russie mène une sorte des actions, comme vous avez dit, conjointes. Bon, tout d'abord, il faut séparer les choses. Bon, il y a la coopération étatique entre les États. Et d'ailleurs, revenant à votre précédente question, les relations bilatérales avec le continent étaient toujours très, très fortes depuis la lutte pour l'indépendance du continent africain. Donc,
Wagner, ça c'est une compagnie privée, n'a rien à voir avec l'État russe. Et je ne comprends pas pourquoi ce sujet suscite autant de questions et autant d'interrogations, parce que ce n'est pas la Russie qui a inventé les compagnies paramilitaires. J'ai d'ailleurs quelques matériels pour vous répondre plus précisément, mais il y a une fameuse compagnie Blackwater, par exemple, ou les autres américains ouais, qui sont présents toujours dans plusieurs États du monde, ici, même au Congo, même en Somalie, il y a des militaires qui appartiennent à des compagnies paramilitaires, si vous voulez. Donc vous voulez dire que finalement, vous n'êtes pas les seuls à faire l'utilisation de ces mercenaires. D'ailleurs, on ne les utilise pas. Mais le patron de Wagner est quand même très proche du président Poutine. Il s'est encore exprimé récemment. Et quoi? Cette proximité, vous ne pensez pas qu'on profite de cette proximité pour mettre à disposition ces hommes pour quelques missions officieuses? Je ne pense pas. Je ne pense pas que ça soit ainsi. À mon avis, si on prend le cas de Wagner, ces militaires ne participent pas à des actions qui sont les instructeurs qui enseignent les militaires sur place, qui sont destinés à augmenter le niveau opérationnel des forces militaires, mais ce n'est pas de l'armée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'agents de Wagner sur le terrain pour les combats? C'est ce que vous nous dites? Je n'ai pas cette information. Parce qu'on les accuse dans certains pays d'exactions, donc ça supposerait qu'ils sont sur le terrain. À l'heure actuelle, quand il y a beaucoup d'intox, de fake news, donc à mon avis, de faire une vidéo, ce n'est pas la tâche difficile. Donc on peut faire tout ce qu'on peut faire et présenter ça comme l'actualité. À mon avis, ce sont des informations erronées et n'a rien à voir avec la présence de Wagner. Si ça vous intéresse, cette question, ça n'a rien à voir avec les activités de Wagner. Vous avez pris vos fonctions en septembre 2022. Quel est l'état des relations entre nos deux pays? J'ai pris les fonctions récemment. Le temps passe, j'ai remarqué que ce sera bientôt 7 mois que je suis à Abidjan. Ma mission a été définie par le président Vladimir Poutine et le ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov. Et le but majeur de ma mission, c'est de développer les relations bilatérales avec la Côte d'Ivoire, qui sont d'ailleurs au très très bon niveau, les relations amicales de longue date et relations pragmatiques. Justement, la Côte d'Ivoire a voté par 2 fois la résolution de l'ONU condamnant l'attaque russe contre l'Ukraine, notamment lors de l'Assemblée générale du 23 février. À quoi s'ajoute l'arrestation de plusieurs personnes en Côte d'Ivoire pour avoir porté un drapeau russe lors d'un meeting politique. Comment est-ce perçu par Moscou et est-ce que cela pourrait entacher ou modifier, voire dégrader les relations entre nos deux pays? Les votes aux Nations Unies, on les considère en tant que tels. Bon, il y a les résultats
on a fait la constatation et on continue à travailler avec les autorités du pays où se trouve l'ambassade, en l'occurrence ici en Côte d'Ivoire. On essaie d'apporter la vision russe des choses, ce qui se passe dans le monde. D'ailleurs, c'est dommage qu'il n'y a pas de mass médias russes qui sont représentés ici, mais je sais que les émissions de Russia Today sont bien prisées dans plusieurs pays africains. Votre question sur les drapeaux russes, vous savez, il y a le principe de la politique extérieure dans chaque pays. Bon. Le principe de mon pays, on n'intervient jamais dans les relations intérieures de tel ou tel pays. Donc c'est ce que je peux vous dire là-dessus. Un mot sur le Burkina Faso, dont vous êtes aussi l'ambassadeur. Le pays des hommes intègres connaît une situation dramatique sur le plan sécuritaire, une dégradation de la situation sécuritaire, inquiétante même pour certains. La Russie va-t-elle apporter un soutien militaire aux forces de défense et de sécurité burkinabées? Nous avons eu toujours de très bonnes relations avec le Burkina Faso. C'est regrettable qu'il y a la dégradation de la situation dans ce pays, mais dès le début de son indépendance, nous avons beaucoup fait en ce qui concerne l'aide et le soutien des forces armées pour être au niveau des tâches de sauvegarde de son souveraineté, de son indépendance. Nous étudions actuellement les questions de la coopération militaire et technique avec le Burkina Faso. Je ne peux pas vous dire tout parce que cette information est quand même délicate et ne peut pas être discutée publiquement. Voilà. Ah, donc, vous ne voulez pas le dire publiquement, mais à vous écouter, on semble comprendre qu'il va se passer quelque chose ultérieurement et on va suivre la situation avec beaucoup d'intérêt. Ben, bien sûr, c'est notre désir que la situation se stabilise au Burkina Faso. Donc, si nous pouvons aider ce pays à diminuer la menace terroriste qui est assez grave, donc on pourrait dire que la coopération bilatérale porte ses fruits. C'est la fin de cet entretien. Excellence, merci infiniment de nous avoir reçus et d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur RTI 1. Je vous remercie beaucoup.